Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'interview à la une, l'émission de la rédaction du groupe Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion. Une émission à voir bien sûr et à revoir sur les sites internet et les réseaux du groupe Nice Matin et de Radio Émotion. Nous recevons aujourd'hui le docteur Hervé Caël. Bonjour docteur, vous êtes le président du conseil régional de l'Ordre des médecins. J'aurai le plaisir de vous interroger en compagnie de Nancy Catan. Nancy, bonjour. Bonjour. Nancy, vous êtes la chef du service santé du groupe Nice Matin. On ne vous présente plus avec le supplément que vous éditez toutes les semaines et que l'ensemble des professionnels de santé lisent et relisent. Je précise aussi, Hervé Caël, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que vous êtes conseiller municipal de Nice, conseiller métropolitain, mais également depuis peu secrétaire général du parti radical en charge, évidemment, des questions de santé. Hervé Caël, votre présence parmi nous s'imposait aujourd'hui à double titre. D'abord, parce que la santé traverse vraiment en ce moment une crise profonde, une des plus graves de son histoire, mais aussi parce que vous êtes un farouche opposant, comme nombre de vos collègues, à la loi RIST, cette loi qui vient d'être présentée à l'Assemblée, adoptée au Sénat, et une loi destinée, je cite, à améliorer l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Hervé Caël, j'ai envie de vous poser une question très directe à l'heure où les médecins sont devenus une denrée rare. Pourquoi une telle opposition et quel danger représente cette loi finalement ? Merci de m'avoir invité et merci de signaler effectivement que les médecins sont actuellement en colère et c'est quelque chose qui est suffisamment rare pour être souligné. Je vais passer très rapidement sur le constat parce que je pense qu'on est tous d'accord. On va détailler. Il y a un véritable problème de démographie médicale, ce qui fait qu'on a un sous-effectif en termes de médecins. Face à ça, la profession a fait différentes propositions, je pense qu'on va y revenir, et Stéphanie Rist, le nom de la députée, a effectivement lancé un projet de loi, je précise, qui est un député effectivement en Renaissance, d'un parti de la majorité, qu'on conteste tout simplement parce qu'on considère que le médecin doit rester la porte d'entrée dans le soin. On considère que quand un patient a à un moment donné un problème de santé, il a le droit de consulter un médecin et que c'est ce médecin qui doit établir non seulement un diagnostic, mais ensuite un projet thérapeutique, un parcours de soins. Et bien évidemment, dans ce parcours de soins, l'ensemble des professionnels de santé, y compris les paramédicaux que je salue aujourd'hui, ont toute leur place. Mais le grand point de divergence qu'on a, c'est ce qu'on appelle la primo-consultation, le premier contact d'un patient avec le monde médical. Alors, on va rentrer dans le détail de cette loi. Nancy, peut-être... Oui, peut-être déjà une première réaction. Cette loi ne prévoit pas de sortir le médecin comme pivot. C'est lui qui continue d'avoir le diagnostic médical. Il n'a jamais été évoqué que des soignants, des paramédicaux, établissent un diagnostic médical. On s'entend bien sur ce terme. Donc, je pense que dire que le médecin pourrait se voir exclu de ce dispositif ne me semble pas correspondre à la réalité de ce que propose la loi. Puisque, effectivement, ce qu'on propose aux paramédicaux, infirmières pratiques avancées, kinés, orthophonistes, c'est finalement d'intervenir dans le suivi et de continuer de collaborer avec le médecin traitant. Enfin, il me semble, en tout cas pour avoir lu précisément le contenu de la loi, qu'il s'agit de ça. Non, je pense qu'il y a un article dans la loi que vous n'avez pas lu, c'est ce problème que je viens d'évoquer, c'est la primo-consultation. Est-ce que la loi prévoit bien qu'un patient peut désormais, si la loi était passée, puisqu'elle est encore en discussion, est-ce qu'elle prévoit bien qu'un patient peut consulter en première intention un paramédical sans passer par le médecin traitant? La réponse très clairement dans la proposition de la loi RIST est oui. Ça veut dire qu'un paramédical va recevoir en première intention un patient, donc bien évidemment va faire un diagnostic, va engager des examens. Et on considère que ce rôle doit relever du médecin. Mais vous êtes d'accord qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic médical. Il va faire un diagnostic, ce qu'on appelle un diagnostic infirmier. Et il faut être honnête aujourd'hui, vous connaissez encore mieux la réalité que moi. On a des territoires entiers et même des villes où il n'y a pas de médecins disponibles pour des patients qui souffrent parfois de pathologies lourdes, chroniques. Et aujourd'hui, c'est une dégradation. Ils s'aggravent, ils prennent du retard dans la prise en charge. C'est quand même la réalité aujourd'hui. Permettre que des soignants viennent en relais à ce moment-là, enfin, on peut citer quelques... Est-ce que c'est pas utile ? Est-ce que c'est pas utile ? Moi, on peut citer quelques exemples. Un vrai problème, mais une mauvaise solution. Vous allez m'expliquer ce que c'est qu'un diagnostic infirmier, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Un diagnostic infirmier, c'est un diagnostic psycho-social, c'est biologique, c'est-à-dire c'est l'infirmier qui est au domicile, le médecin, l'infirmier de ville, et qui peut voir
les composantes. Donc c'est un diagnostic. En termes médicaux, il ne faut pas essayer de jouer sur les mots. Il n'y a pas un diagnostic infirmier, il n'y a pas un diagnostic d'un médecin, il y a un diagnostic qui va conduire à l'entrée dans un parcours de soins. Par contre, quand je dis que vous soulevez un vrai problème et que c'est une mauvaise solution, le véritable sujet, c'est à un moment donné libérer du temps médical. Et vous savez que la profession a fait un certain nombre de propositions, je pense qu'on va y revenir, pour libérer du temps médical. Par contre, je voudrais bien insister sur la conception qu'on a du rôle des paramédicaux. Les paramédicaux ont un rôle fondamental dans l'organisation des soins. Ce sont en particulier, vous le savez, les IPA, les infirmières de pratique avancée. Mais si vous regardez les textes des IPA, ces infirmières, quels sont véritablement leurs rôles ? Le rôle de ces infirmières, c'est, et je cite, « au sein d'une équipe de soins coordonnée par un médecin ». Oui. Je recite encore, c'est en assistance d'un médecin hors soins primaires. Et je rajouterai que c'est le suivi de patients confiés par un médecin avec l'accord du patient. Et je rajouterai aussi que c'est important, c'est qu'il n'existe pas les infirmières de pratique avancée. Ce sont des infirmières de pratique avancée dans telle ou telle spécialité, oui. C'est ce qu'on appelle les mentions, et il y a 5 mentions pour lesquelles, effectivement, leur rôle est fondamental. C'est la cancérologie, c'est les pathologies chroniques, et on ajoute stabilisées. Ce sont les maladies rénales chroniques, la dialyse, les transfusions rénales, c'est la psychiatrie santé mentale, et c'est les urgences. Ça veut dire que c'est un médecin, dans le cadre d'un projet de soins autour d'un patient, qui va dire à un moment donné, pour me libérer du temps médical, pour la prise en charge du patient, effectivement, je demande à un paramédical, dans le cadre de ce programme, de prendre en charge le patient. Mais si le patient doit consulter une infirmière en première intention, c'est à qui de faire le diagnostic ? C'est le patient qui va dire « Ah, mais moi, ma pathologie relève de ça, donc je vois une infirmière de pratique avancée qui a telle ou telle mention. » Vous pensez que ça dessert le patient, en fait ? C'est-à-dire qu'il y a un risque derrière ça, que le patient s'oriente vers la mauvaise personne ? Très clairement, si on se base au point de vue qualité des soins, sécurité des soins, on ne peut être que contre un accès direct à des paramédicaux. Et de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas, de votre part, vous les médecins, un problème de confiance aussi envers les paramédicaux ? Si on avait un problème de confiance... tout à chacun que je suis pourrait se dire, c'est pas très sympa quand même, ces gens-là, ils ont des formations. Si on avait un problème de confiance, est-ce qu'on confierait des patients à ces paramédicaux ? Oui, mais vous mettez... Il ne faut pas mélanger 2 sujets. Alors, est-ce que les paramédicaux, les infirmiers, les kinés, beaucoup d'autres professions ont la place dans notre système de soins ? Et particulièrement actuellement, alors qu'on a ce qu'on évoque, un grave problème d'accès aux soins. La réponse très clairement est oui. Mais est-ce qu'on veut que le médecin soit le pivot de la prise en charge d'un patient ou pas ? Vous savez, moi, je vais dans pas mal de comités de quartier, je rencontre beaucoup de personnes, et on a des réclamations. Je n'ai pas entendu une seule personne me dire « Ah, vous savez, moi, je voudrais avoir le droit de consulter une infirmière en première intention. » Les patients sont extrêmement attachés à leur infirmière, à leur kiné, à tous les soignants, mais les patients me disent « Moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir consulter un médecin en première intention, et que ça soit le médecin qui me dise, dans votre prise en charge, vous avez besoin d'aller voir tel ou tel paramédical, tel ou tel spécialiste. » Hervé Kell, dans un monde idéal, on est d'accord, on a tous, vous avez fait, vous les médecins, 10 ans d'études, et on est d'accord pour que vous puissiez répondre à cette demande. Dans les faits, on sait que le manque de médecins se traduit, alors je le répète, par des retards. On va prendre des exemples concrets. Le patient est suivi pour une maladie chronique, une hypertension, un diabète, on va parler de maladies que tout le monde connaît. Son traitement lui correspond moins, il est moins observant. Le problème, c'est qu'il faut réadapter. Vous avez l'infirmier qui le suit et qui se trouve, j'ai eu maintes fois des échos, qui doit joindre un médecin. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de médecin présent. On est dans des territoires, là on ne parle pas de Nice, même si Nice est déjà en difficulté, et qui n'arrive pas à un médecin, et qui n'arrive pas à joindre un médecin, et du coup ne peut pas modifier la prescription, même si la personne en face est en difficulté. Avouez que là, c'est là la réelle perte de chance, et non pas celle-là, ce que vous désignez. Je suis d'accord avec vous. Vous avez pris un très bon exemple, celui de l'hypertension. Mais, comme par hasard, vous ne prenez pas l'exemple du patient qui n'est pas suivi, qui va chez son pharmacien, qui a 22, 23 tensions, chez qui on découvre une hypertension. Est-ce que ce patient-là, vous l'envoyez, comme le prévoyait la loi Rist, à l'infirmière, ou est-ce que vous l'envoyez au médecin pour une prise en charge initiale ? Nous, on dit qu'on l'envoie au médecin pour une prise en charge initiale, mais pour rester sur votre exemple de l'hypertension, effectivement,
au cours de sa pathologie, pour un contrôle, pour une adaptation. Il verra bien évidemment une infirmière, parce que c'est une infirmière qui est dans un parcours coordonné, pluriprofessionnel, avec le médecin. Donc, on ne conteste je vous pas. interromps, parce que tout ce que prévoit la loi RIST, c'est ça. Non, la loi RIST prévoyait un primo-accès. Mais dans le cadre d'une maison de santé, d'un groupement, c'est ça pas... a effectivement évolué. Mais reconnaissez que le texte la loi, initial... C'est ce que la loi dit. Effectivement, je ne crois pas qu'on peut aller voir une infirmière la loi qui exerce en libéral. J'avais cru comprendre que le sujet, c'était la loi RIST. Oui. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la loi RIST prévoyait bien un accès direct à un paramédical, quel que soit dans le cas la première version du texte. Dans le cadre... Donc, vous me donnez raison, les médecins ont certainement eu raison. C'est la question que je vous pose. Donc, les médecins ont eu certainement raison de se mobiliser, parce que, comme vous le dites, effectivement, il y a une première version du texte qui va évoluer. Et je salue d'ailleurs l'ensemble des parlementaires qui ont décidé, et je vais vous prendre un autre exemple, puisqu'il y avait une autre loi qui devait passer à l'Assemblée nationale le 2 mars, et qui avait trait à des sujets qui sont également extrêmement sensibles pour le corps médical. C'est notamment la liberté d'installation, et c'est l'obligation de prendre des gardes. Ce texte retoqué par les sénateurs. Ce texte n'a pas été retoqué. Ce texte, à l'Assemblée nationale, qui devait passer le 2 mars, a été retiré. J'ai discuté encore il y a 48 heures avec Philippe Radal, un député Horizon. On faisait un petit peu le point sur le sujet. Et je tiens à saluer effectivement son raisonnement, qui était de dire on sent que le texte aujourd'hui n'est pas mûr. On va engager des discussions, des négociations, des concertations avec les médecins, avec les ordres professionnels, avec les syndicats, pour améliorer ce texte. Donc vous avez le sentiment que votre mouvement social, initié il y a un certain temps, au début essentiellement pour les histoires de consultation, maintenant davantage pour la loi RIST, avec cette manifestation devant le Sénat de nombreux médecins la semaine dernière, porte ses fruits, et qu'en fait le gouvernement recule ? Ce n'est pas une question de recul, c'est une question à un moment donné de se dire il faut que tout le monde travaille ensemble. Donc je suis effectivement extrêmement satisfait qu'on aille vers une évolution de la loi RIST. Et je suis également très satisfait que le 2 mars, le projet de texte qui parlait de la liberté de l'installation en termes de restrictions, qui parlait de l'obligation de garde, ait effectivement été retiré pour qu'on puisse le retravailler ensemble. Nancy, sur certaines professions, revenons sur l'essence de la loi, et notamment la délégation de compétences pour les kinés, les orthophonistes par exemple. Oui, moi je Est-ce que ça c'est pas légitime? Est-ce que c'est pas je pense acceptable? Que pour nos auditeurs, et c'est très important de le repréciser, donner des exemples. J'avais, suite à la tribune que j'ai produite, notamment des appels de patients. Et pour certains, par exemple, une personne en fauteuil roulant, donc me disait que à chaque fois, pour avoir ses soins kinés, qui sont quand même fondamentaux, elle devait repasser par la case médecin systématique, alors que son handicap, malheureusement, est installé. Et parfois, difficulté de se rendre, parce que... Et qu'est-ce qui se passait ? Elle renonçait à ses soins. Elle renonçait à ses soins parce que impossibilité d'obtenir un rendez-vous dans des temps suffisants, sachant en plus les difficultés que ça peut représenter pour des patients plus âgés ou en situation de handicap, de retourner voir un médecin traitant pour avoir une prescription alors qu'on est dans de l'affection longue durée. Comment s'opposer dans ce cas-là, alors qu'il y a eu des premières prescriptions de soins kinés, qu'on est dans une situation peu évolutive, que vous vous opposiez à ça? Merci à nouveau de souligner un cas où on est déjà dans un patient qui est dans un parcours de soins, qui est dans une équipe coordonnée pluriprofessionnelle. Mais c'est étonnant parce que dans tous les exemples que vous citez, vous ne me citez aucun exemple d'une primo-consultation. Vous ne me citez pas l'exemple d'un patient qui n'a pas de soins de kiné, qui n'est pas pris en charge par un patient, par un médecin, et qui souhaiterait, comme le prévoyait la loi RIST, de consulter un kiné. C'est uniquement contre ça qu'on s'opposait, mais je vois que finalement, on est relativement d'accord. On va inverser la question. Vous, médecin, au pluriel, jusqu'où acceptez-vous la délégation de compétences? Et quel type de délégation de compétences vous semblez acceptable? Toute délégation de compétences qui s'inscrivent dans un exercice coordonné, piloté par un médecin. Et ça veut dire systématiquement en étant vu par un médecin d'abord? Ça veut dire que l'entrée dans le soin doit effectivement être le médecin. D'accord. Hervé Cadge, j'insiste. On va avancer. Il faut quand même un diagnostic médical. Oui, mais un diagnostic médical, je vous remercie. Oui. Donc un diagnostic médical est fait par un médecin. En fait, l'interview tourne au débat. Non, on va avancer. Je voudrais qu'on parle notamment de ce qu'a décidé le Sénat sur cette loi en proposant une indemnisation des médecins en cas de rendez-vous non honoré par un patient.
puisqu'on dit que les médecins, et c'est vrai, sont surchargés, qu'il y a de moins en moins de médecins et donc d'offres médicales. Est-ce que ça vous semble une bonne chose? Est-ce que c'est de nature à améliorer le quotidien et des patients et des médecins? Je vous ai dit tout à l'heure que le sujet véritablement, c'était de libérer du temps médical. Et parmi les propositions, parmi les sujets qu'il faut aborder, il y a effectivement ce qu'on appelle ces lapins, c'est-à-dire ces rendez-vous médicaux non honorés. Je rappellerai ici, et Nancy Cattan le sait parfaitement, que par an, c'est 27 millions de consultations. C'est 27 millions de créneaux médicaux, de rendez-vous pour différents examens. Je citerai accès à une IRM, un scanner, et on connaît les difficultés qu'ont actuellement les patients pour en avoir. 27 millions. Ça veut dire que si on trouve une solution, c'est l'équivalent de remettre sur le marché, même si je n'aime pas cette expression, 4000 médecins. Je pense que la pédagogie sur le sujet n'a pas suffi, et peut-être que je ne serai pas très démago en disant ça, mais il faut aller jusqu'à la responsabilisation des patients, et cette responsabilisation doit passer par des sanctions financières. Excusez-moi, vous parlez de libérer du temps médical. Moi, je pense qu'il y a une autre manière, et de gagner encore beaucoup plus d'argent que vous ne l'évoquez, c'est la pertinence des soins. Combien de dépenses inutiles parce qu'il y a des prescriptions, d'examens, de soins, etc., qui ne sont pas intéressants. Ça se chiffre à près d'1 milliard, vous le savez mieux que moi. Donc, est-ce que les médecins peuvent accepter, à ce moment-là aussi, que l'on évalue leur travail? Parce que non-pertinence de soins, excusez-moi, hein, c'est mathématique. Si on fait que des soins pertinents, on dégage aussi du temps médical. Alors, acceptez-vous cette évaluation? Vous m'auriez dit ça il y a quelques années, j'aurais dit effectivement, on peut ouvrir le débat. Mais aujourd'hui, ça existe. Les EPP, l'évaluation des pratiques professionnelles, c'est quoi? On est engagé dans ces démarches-là, que ce soit des médecins qui soient en cabinet ou en établissement. Donc, c'est une évidence, je suis d'accord avec vous. Le corps médical, avec, je le concède, certainement un peu de retard. Mais le corps médical, depuis quelques années, s'est rentré dans cette démarche et elle est tout à fait légitime. Une question sur la consultation. Vous l'aviez réclamée à 50 € au début du mouvement. Je crois que le gouvernement vous propose 1,50 €. La revendication est toujours la même ou est-ce que vous êtes prêt, vous aussi, à faire un pas Alors, je voudrais d'abord dire qu'ici, je suis le représentant du Conseil régional de l'Ordre des médecins. Donc, bien évidemment, je ne me prononcerai pas sur le montant d'une consultation. Vous savez qu'il y a actuellement des négociations conventionnelles qui regroupent l'assurance maladie et les syndicats des médecins. Par contre, je ne me défilerai pas de la question. Je considère que 25 € pour une consultation d'un médecin qui a de 40 à 50% de charges, c'est quelque chose qui est indécent. Et je rajouterai que les propositions qui sont faites actuellement par l'assurance maladie d'augmenter cette consultation de 1,50 €, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Certes, est-ce que vous entendez quand même la petite musique de certains Français qui trouvent que demander le doublement du prix de la consultation dans un moment où l'inflation flambe, où les Français sont de moins en moins infortunés, quand on parle de médecins, c'est pas indécent? C'est un véritable sujet de société, savoir quels sont les moyens qu'on veut accorder à la médecine. Les médecins réclament quoi en fait? Bien sûr qu'ils réclament un niveau de vie comme toute profession, c'est normal qu'il y ait des revendications, alors que la valeur de la consultation a été bloquée depuis des années. Mais ce qu'on réclame surtout, c'est d'avoir les moyens de pouvoir exercer notre profession. Je reviens sur le sujet de libérer du temps médical. Une des pistes proposées, c'est les assistants médicaux. Mais on ne peut pas demander aux médecins d'engager, de financer des assistants médicaux qui ont toute leur place et qui permettent de dégager du temps médical s'ils n'ont pas les moyens, s'ils n'ont pas les honoraires pour pouvoir payer, rémunérer, salarier ces assistants médicaux. On est globalement d'accord pour augmenter. Tout le monde convient que 25 €, c'est une des consultations les moins chères d'Europe, mais néanmoins, c'est pas totalement la réalité parce que vous savez mieux que moi aussi qu'une part des honoraires est liée à des objectifs et qu'on n'est pas à 25 €, on est plutôt à 34 €, 32, 34 € en moyenne si on intègre tout ça. Donc on est tous d'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut augmenter comme ça sans condition? C'est-à-dire accepter qu'on paye 50 €, excusez-moi, hein, un renouvellement d'ordonnance, une vaccination, c'est très cher payé. Est-ce qu'il ne faudrait pas graduer Voilà. le prix de la consultation? Vous savez que, je vous dis à nouveau, je ne suis pas syndicaliste, même si je l'ai été, mais c'est des revendications, là aussi, qui sont anciennes de la part des médecins. Bien évidemment qu'une consultation unitaire pour tous les actes médicaux, ça n'a pas de sens. Donc bien évidemment qu'il faut s'engager vers une graduation. Quand vous avez une consultation, ce qu'on appelle malheureusement les consultations d'annonce, pour une pathologie sérieuse, avec un pronostic qui est engagé, vous allez y passer beaucoup plus de temps.
qu'une simple renouvellement, même si j'aime pas cette expression de simple renouvellement. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même un acte médical. Mais en tout cas, que cet acte médical-là ne soit pas rémunéré à la même hauteur qu'une autre consultation, je suis entièrement d'accord avec vous. Je reviendrai juste sur ce que vous disiez mais vous avez d'autres compléments d'honoraires sur des objectifs, tout ça. Vous savez, moi, je me méfie toujours de ces systèmes. Vous parliez tout à l'heure à juste titre de la qualité des soins, de l'évaluation qu'on peut faire. Je suis tout à fait d'accord pour aller dans ce sens. Des objectifs qui sont purement comptables, financiers, avec à la clé, effectivement, une prime au médecin, je suis extrêmement méfiant. Je suis extrêmement méfiant sur tous ces arguments qui pourraient dire « Ah, mais éventuellement, si vous prescriviez un peu moins, vous pourriez avoir un bonus à la fin. » Restons sur un acte médical rémunéré à sa juste valeur, des médecins qui ont les moyens d'exercer leur profession, et en particulier, puisque notre sujet de l'accès aux soins, c'est de libérer du temps médical, sur ce sujet fondamental des assistants médicaux. J'aimerais qu'on parle un peu des déserts médicaux. Oui, voilà. C'était une question vraiment importante, parce que les déserts médicaux, c'est une réalité qui gagne nos villes, hein, on est d'accord, et les médecins restent les seuls professionnels, et vous l'avez évoqué, de santé, à bénéficier d'une liberté d'installation totale. Or, toutes les mesures, on voit bien qu'on n'avance pas avec ça. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de professionnels de santé dans des zones sous-dotées, parce qu'il n'y a aucune contrainte d'installation. On a fait des cadeaux, vous le savez très bien, immenses. On a essayé de favoriser, on a donné des aides à l'installation. Résultat, ça ne marche pas. Est-ce que vous, médecins, représentants un peu, vous dites, bon, maintenant, il faut falloir qu'on fasse un peu comme les pharmaciens, les infirmières, etc., qu'on ait une forme, je dis le mot entre guillemets, de coercition, ou en tout cas, voilà. Il y a plusieurs sujets que vous soulevez. Je rappellerai d'abord que le problème des déserts médicaux, essentiellement dans les zones rurales, c'est un problème d'aménagement du territoire. Vous savez qu'un médecin va commencer à s'installer à un âge 28-30 ans où la plupart commencent à avoir des vies de famille. Ils ont une épouse, ils ont des enfants, il faut en tenir compte. Je veux dire, il y a aussi la scolarité des enfants, il y a le travail de la campagne. Donc c'est un sujet d'aménagement du territoire. Maintenant, je ne me réfugierai pas là-dessus pour ne pas répondre à votre question. Oui, parce que je peux me permettre au passage quand même, certains territoires, comme vous dites, certaines communes font beaucoup d'efforts pour attirer des médecins, y compris dans des communes dans lesquelles il y a des écoles pour les enfants. Parfois même on propose un emploi au conjoint, on loge le médecin et pour autant il ne trouve pas preneur. Alors, on peut s'interroger sur pourquoi dans certaines communes ça marche et dans d'autres ça ne marche pas. Pour continuer le raisonnement, je reviens toujours, mais je crois qu'on va l'évoquer, à ce numerus clausus. Le problème va se régler effectivement quand on mettra, quand on aura à la sortie des facultés un nombre de médecins conséquent. Maintenant, je pense que plutôt qu'une coercition, une obligation, et pourquoi je suis contre l'obligation ? Un des sujets, c'est l'attractivité des professions de santé. Toutes les professions dans ce cas-là. De toutes les professions de soins. Et d'ailleurs, le sujet doit être traité sur la formation initiale, comment elle se déroule, sur la sélection en amont, sur la qualité de travail, la rémunération. Donc on a un problème d'attractivité, on a un problème d'attractivité sur les médecins. Est-ce que vous pensez que toutes les idées qu'on entend, de dire on va vous obliger à vous installer quelque part, vous interdire de vous installer ailleurs. On va vous obliger éventuellement à faire des gardes. Vous savez très bien que, puisque le département est divisé en secteurs, qu'il y a des secteurs où on n'a que 2 ou 3 médecins. Est-ce que vous pensez qu'on va inciter un jeune médecin à s'installer en lui disant « en plus, tu seras obligé de faire une garde ». Je rappellerai que les médecins en moyenne font 55 heures par semaine. On va leur demander en plus d'aller dans un territoire où ce n'est pas forcément évident d'avoir une vie de famille, attractivité du territoire, et en plus, on va leur demander de participer à des gardes, à des week-ends, et on va dire, ah ben certainement, on va avoir des candidats. Le sujet de l'attractivité est important, mais pour proposer des solutions, la solution, c'est, en attendant que les nouvelles générations de médecins arrivent, essayer de réfléchir collectivement à un nouveau mode d'organisation des soins. Mais on a 10 ans avant que les nouveaux arrivent, et vous le savez parfaitement avec elle, que le numerus apertus, on va dire par opposition au numerus clausus. Qu'est-ce que c'est le numerus apertus ? Alors, numerus apertus, c'est qu'on laisse aux universités le choix du nombre d'étudiants en tenant compte un peu d'un certain nombre de paramètres.
Mais en fait, on n'a pas ouvert le robinet, vous le savez très bien. Dans 10 ans, on ne va pas arriver massivement. Hein. Les chiffres évoluent. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ces 10 ans en attendant? Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 10 ans? On laisse, juste parce qu'on n'a pas ouvert. On peut porter une appréciation. Bon, chacun peut avoir la sienne. Moi, je préfère personnellement être factuel et donner des chiffres. À la fin des années 90, on formait 3500 médecins par an. Actuellement, on en forme 10 500. Ça veut dire qu'on en forme 3 fois plus. Oui, mais ça a été progressif. Alors, est-ce que c'est progressif? Bien sûr, on n'est pas passé de 3 à 10 000. On ne peut pas, du jour au lendemain, dire qu'on va former des médecins. Ça veut dire qu'il y a quand même une formation qui est universitaire. Oui. Il faut des locaux, il faut des enseignants. Ça veut dire qu'il y a une formation pratique. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça va si mal aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans où il y avait 3 fois moins de médecins? Parce que, je ne veux pas faire de la politique, mais la décision véritablement d'ouvrir les vannes, c'est au début du premier quinquennat Macron. Et il faut 8 à 10 ans pour former un médecin, donc ils ne sont pas encore sur le marché. Mais je voudrais revenir sur des propositions sur la réorganisation de notre système de soins, sur des zones qui sont déficitaires. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus, on n'a pas de zones qui sont surdotées en médecins. On a des zones qui sont en difficulté, des zones qui sont en très grande difficulté. Sur ces territoires, et on revient à l'exercice coordonné, on revient aux autres propositions qu'on fait sur la télémédecine. On revient de se dire à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait des patients qui puissent se déplacer? On est obligé. Vous savez, ce n'est pas satisfaisant. Je suis d'accord avec vous. En médecine, c'est ce qu'on appelle ça ne fonctionne pas dans les zones sous-dotées. C'est dégradé. Voilà. Quand vous avez dans un hôpital, c'est malheureusement arrivé, le système informatique qui plante, on est obligé de passer en mode dégradé, en mode papier. On sait que ça permet de faire fonctionner les soins, mais pas de façon optimale. Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va devoir imaginer des modes de fonctionnement, je ne qualifierais pas de dégradés, mais qui ne sont pas optimaux, mais sur quelques années, on est obligé d'y passer. Je me permets juste une petite remarque, Christian, avant si que vous nous permettez. Concluons par une dernière question. Oui, non, mais vous savez très bien que dans les zones où ça a été expérimenté, cette délégation, etc., les médecins ont pu prendre 1000 patients de plus quand ils ont été aidés par ces paramédicaux, je dirais, sans être péjoratif pour eux, mais un peu les petites mains, finalement, avec des primo-prescriptions. Ce qui s'est passé, c'est que les médecins ont pu voir plus de patients. Donc on s'est retrouvé dans des situations en soins optimales. Coordonnés, multidisciplinaires, mais avec l'accès en primo-intention aux médecins, et bien évidemment une solution. Ok. Pour terminer, parce que le temps passe, jusqu'où ce mouvement social des médecins qui est inédit en France? Vous l'avez dit, il y a eu quelques avancées quand même depuis le début du mouvement. Vous êtes prêt encore à aller loin, longtemps? Vous êtes prêt à remanifester? Qu'est-ce qui pourrait ramener les médecins dans leur cabinet? Je sais qu'ils ne l'ont pas vraiment quitté, j'exagère et je fais un peu l'avocat du diable. Les médecins sont souvent en grève, avec un brassard en grève, en train d'exercer dans leur cabinet. Je suis d'accord avec vous et effectivement, je leur rends hommage, voilà, parce qu'ils assument tout à fait leur responsabilité. Quand il y a eu la grande manifestation à la suite de la loi Rist le 14 février, le lendemain, Agnès Firmin-Le Bourdeau, qui est ministre déléguée en charge notamment des territoires et des professionnels de santé, a fait 3 déclarations. Elle a dit, premièrement, j'entends la colère des médecins. Deuxièmement, elle a dit, on ne pourra faire qu'avec les médecins. Et troisièmement, elle a dit, nous devons construire des solutions territoire par territoire. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est restaurer la confiance, restaurer le dialogue avec l'ensemble des professionnels de santé pour trouver des solutions. Si on réussit à se remettre dans cette dynamique, on va arriver à des solutions, on n'aura plus de mouvements sociaux. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le retrait qui est un bon signal de ce projet de loi le 2 mars à l'Assemblée. Parfait, merci infiniment Hervé Caël, merci beaucoup Nancy de cette participation merci à vous. Très animée. Merci à Sophie Doncet et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission que vous pouvez bien sûr retrouver comme chaque semaine sur les plateformes et les réseaux du groupe Nice Matin et de Radio Émotion. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview à la une. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end à tous.